Ça y est, Nicolas, on y est. Vous pouvez ouvrir les yeux. On est où là? C'est quoi cette surprise? Regardez bien autour de vous, vous devriez avoir quelques repères. Mais la cloche me dit quelque chose, ces briques me disent quelque chose. Exactement, ces briques rouges vous évoquent peut-être des figures familières? Mais ce serait pas... C'est la fonderie ça? Oui, tout à fait. Mais alors on est... Oui. Mais ça a tellement changé, Natacha. C'est les anciennes usines, André Quéclin et compagnie. Mais qu'est-ce que... Il y a marqué fabrique de l'avenir. On fabrique quoi maintenant du coup? Alors aujourd'hui, on fabrique plus de locomotives, de machines textiles, ça s'est terminé ici. Par contre, on fabrique et on forme les esprits de demain. Les bâtisseurs d'avenir. Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'on peut aller visiter la fonderie, Natacha? Je crois même que c'est pour ça qu'on est là. Venez, Nicolas. Mais attendez, est-ce qu'il y a encore, comme à l'époque, tellement de bruit, de saleté dans cette fonderie? Non, ça a beaucoup changé. En fait, l'activité de la fonderie s'est arrêtée. Donc, on ne fond plus sur place. Aujourd'hui, il y a des étudiants formés par l'Université de Haute-Alsace qui suivent leurs cours ici. Mais c'est pas pour ça qu'on vient aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui apprennent dans l'usine où on travaillait? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est une reconversion d'une friche parce qu'à un moment, l'activité s'est arrêtée. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. André Quéclin et compagnie s'est transformé en la SACM et la SACM, à un moment, avec cette désindustrialisation, a dû cesser son activité. Donc on avait tous ces magnifiques bâtiments, mais qui n'avaient plus d'activité. Et le gros enjeu pour Mulhouse, ça a été de redynamiser tout cela avec KM0 qui est dans le bâtiment que vous voyez là-bas, dont on a déjà parlé. Tout à fait. Ici, l'université, où il y a une autre activité qui est venue s'installer. Bon, allons voir ces bâtisseurs d'avenir. Alors, Nicolas, vous le voyez ici, c'est l'Université de Haute-Alsace. Le site fonderie, il a gardé le même nom. Et donc, il y a plein de jeunes étudiants qui viennent se former à tout ce qui est droit, communication, économie. Et donc, la bibliothèque universitaire de la CIM, elle est là-haut. Et on va être accueillis par son équipe qui conserve des pièces de collection de la CIM. Nicolas, c'est par là, faut me suivre. J'arrive, Natacha, j'arrive. Ça a bien changé quand même ici. Nicolas, je suis très contente de vous entendre dire que ça a bien changé, parce que c'est vrai qu'à Mulhouse, on est très fiers de cette reconversion. Mais je comprends. Vous imaginez à l'époque, toutes ces usines, tout ce bruit, toute cette saleté, et maintenant c'est propre, on pourrait presque manger par terre. Presque. Mais effectivement, on a du mal à se le figurer. Mais où sont les étudiants, les bâtisseurs d'avenir? Écoutez, les étudiants là sont en vacances, ce sont les congés scolaires. En quoi? En vacances, ce sont les congés scolaires en ce moment même. Des congés scolaires? Ils font des pauses dans l'année, au milieu de leurs apprentissages, pour se reposer. Mais ça sert à quoi? Bon, ce sera encore un autre débat, Nicolas, mais les salariés, les employés, les étudiants, les scolaires ont des congés, des vacances, des périodes où ça s'arrête. Mais qui les paye alors? C'est un peu vous, un peu nous, tous finalement, c'est l'effort collectif, le bien commun, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la BUSIM. On y va? Je comprends plus rien. Oui, allons-y. Venez. On va aller à la rencontre de l'équipe de la BUSIM, mais... oui, je vois qu'il est là. Régis, bonjour. Bonjour à tous. Je te confie Nicolas. Nicolas, on se retrouve tout à l'heure sur le parvis et on rentrera à la CIM ensemble. Merci, Natacha. Merci. Bonjour Régis. Bonjour Nicolas, un honneur de vous revoir. Mais moi de même. Bienvenue à la bibliothèque universitaire de la Société industrielle de Mulhouse. Merci de m'accueillir ici. Mais qui sont ces gens Alors, je vous présente mes collègues Mélanie, Enchanté. Kamal, Enchanté. Bienvenue. qui connaissent les fonds qui sont conservés ici dans leurs moindres détails et qui ont justement sorti un certain nombre de pièces de collection qu'ils vont vous présenter. Je suis impatient de voir ça. Allons-y. Allons-y. C'est par là. Donc vous dites que ici, dans la fonderie, on est à où ça exactement alors? On est sur l'un des campus universitaires de l'Université d'Haute-Alsace. Oui. Et Mélanie et Kamal vont vous l'expliquer, sont conservés ici tous les documents qui ont été progressivement amassés, collectionnés par la CIM au 19e. Et pour des raisons de conservation, ils vont vous l'expliquer. Maintenant, c'est ici et on va voir quelques exemples très intéressants. Je suis impatient de voir ça. Allons-y. C'est des très belles perles, Kamal, que vous nous avez sorties. Absolument. Mais expliquez-moi déjà, qu'est-ce que vous faites exactement ici et surtout, qui êtes-vous, Kamal? Alors, donc, je fais partie du personnel du Learning Center, ce service qui s'occupe de la documentation à l'Université de Haute-Alsace et particulièrement le fonds patrimonial qui est en dépôt de la Société industrielle de Mulhouse et qui a donc rejoint notre site en 2009 précisément. Voilà. Et j'étais
pour ma part, déjà affecté sur ce fonds-là à la Société industrielle du Mulhouse, rue de la Bourse, dès 2005. Je me disais bien que votre visage me disait quelque chose. Je vous avais vu dans les couloirs de la CIM. Probablement. Et c'est un fonds considérable, il fait combien en volume? Alors, en volume, nous avons environ 30 000 documents, à tout confondu. Donc, du fonds patrimonial, environ effectivement 15 000. Et fonds qui est enrichi par les collections que vous voyez à ce niveau-là, donc enrichi par des nouvelles acquisitions. Très intéressant. Et vous avez stocké tout ça ici? Absolument, avec des conditions optimales de conservation, effectivement, donc dans la réserve que nous allons probablement visiter, ainsi que les magasins. À la réserve m'intéresse beaucoup, il faut vraiment emmener à la réserve. Nous avons déjà fait une sélection, effectivement. Je reconnais bien ça. Vous pouvez me parler de ce livre-là? Ce bâtiment me dit quelque chose. Hein. Effectivement, écoutez, la manufacture Nicolas Coquelin, effectivement, sur Mulhouse, qui nous rappelle l'origine de ce site, emblématique du savoir-faire industriel mulhousien. Mais dans ce livre, qu'est-ce qu'on va retrouver alors? Alors, comme son nom l'indique, les manufactures du Haut-Rhin, ce sont donc des lithographies de Godefroy Engelmann, donc dessinées par M. Migue, qui ont été donc reliées. Effectivement, donc une pièce assez rare, puisque ce sont des planches qui étaient à l'origine donc à la pièce donc unique et qui ont été reliées donc afin de mieux les conserver. Donc dans ce livre, nous avons toutes les manufactures du Haut-Rhin reliées dans un seul livre. Absolument, effectivement. Nous avons passé entre la manufacture Schlumberger à Guebwiller et autres Dollfus Migue donc dans la région également, dans le Haut-Rhin. Et ici, ça me dit un peu moins. Ces gens viennent d'où? Alors là, vous êtes en Russie. On va voir le rayonnement du savoir-faire mulhousien par Émile Hübner. Que j'ai connu. Voilà. Donc là, il s'agit donc de l'impression sur étoffe qu'Émile Hübner a ouverte à Moscou. Et là, vous avez un album qui va vous présenter les équipes, les ateliers, ainsi que des scènes de vie donc à Moscou. Et là, vous avez retracé donc toutes ces usines. Et dans ce livre-là, on a des photos, vous dites, c'est ça? Tout à fait. Sur son usine à Moscou. À Moscou. On a même une petite anecdote, puisque un des descendants d'un des ouvriers a reconnu son aïeux donc, à travers la numérisation, puisque nous numérisons ces documents. Et donc, tout récemment, quelqu'un nous a contactés afin d'avoir une copie de ces photos-là. En 2025, quelqu'un a reconnu un de ses aïeux grâce à ces photos. Grâce à ces photos que nous avons numérisées, effectivement. Le progrès. Le progrès. Absolument. Et là, du coup... Le personnage que vous avez connu, Daniel Dollfus-Haussé, un des fondateurs de la CIM. J'allais dire un des membres fondateurs de la CIM. Et on a des vues magnifiques des Alpes. Tout à fait. Alors, Daniel Dollfus-Haussé, effectivement, membre fondateur, et donc qui était pluridisciplinaire, parmi ses savoir-faire, était chimiste, il était glaciologue, et il a rencontré un certain M. Agassi, donc suisse glaciologue réputé, et donc voilà des excursions à travers les glaciers donc alpins, donc lui ont permis d'affiner sa connaissance, et son fils Gustave Dollfus a fait à sa mémoire, donc a reproduit ces daguerréotypes, ces fameuses photos d'époque et qui sont ici répertoriées. Parce qu'au départ, ce sont des daguerréotypes, c'est l'ancêtre de la photographie, ce sont des plaques de verre et qui ont permis pour la première fois dans les années 1840 de fixer ces paysages alpins, et ce volume reproduit sous forme photographique les daguerréotypes qu'il aurait été trop compliqué de vous montrer parce qu'ils sont très fragiles. Mais vous les avez encore? Absolument, une sélection. Tous les daguerréotypes, malheureusement, étant donné le support fragile, n'ont pas pu être conservés. Mais nous avons en tout cas, parmi les premières vues, il est apparemment réputé que ce sont parmi les premières vues du Mont Blanc qui ont été prises en photo. Donc, comme le disait Régis. Donc là, dans ce livre, vous êtes en train de me dire, Kamal, qu'on a les premières images du Mont Blanc et des Alpes. Parmi les premières, effectivement, on apprend que effectivement d'autres photos ont été prises, mais en tout cas, c'était les prémices, les tout premiers temps de la photographie par la daguerréotype, effectivement. Alors, Daniel Dollfus-Haussé a fait appel évidemment à des connaisseurs de la photographie, M. Dardel entre autres, et puis donc voilà, il a contribué à ce périple dans les Alpes avec effectivement
son côté philanthropique aussi, hein, il a beaucoup participé apparemment, il a donc contribué financièrement en tout cas, généreusement, afin que cette expédition se fasse dans les meilleures conditions, parce que c'était évidemment très compliqué, nous sommes là dans les hauteurs des Alpes. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Une autre sélection de perles, donc des collections que Mélanie va vous présenter. Ah bah, avec grand plaisir. Mélanie, je suis désolé, je vous ai même pas demandé de vous présenter. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici en fait? Alors moi je travaille au Learning Center et plus particulièrement à la bibliothèque de la Fonderie comme mon collègue Kamal. Moi je suis chargée d'enrichir et de valoriser les collections en sciences humaines et sociales pour toutes les bibliothèques de l'Université de Haute-Alsace et je suis chargée en appui à la conservation des collections et aux collections patrimoniales. Vous dites toutes les bibliothèques de l'Université d'Haute-Alsace. Il y en a beaucoup du coup? Il y en a quelques-unes. Ici à Mulhouse, donc, nous avons plusieurs campus. Donc, il y a celle-ci à la Fonderie, il y a la bibliothèque sur le campus d'Hilberg, il y a la bibliothèque sur l'IUT des Collines et à Colmar, nous avons également une autre bibliothèque. D'accord, ça fait beaucoup de lieux où nous avons des perles comme celle-ci. Alors, les perles sont à la bibliothèque universitaire de la Société industrielle de Mulhouse, donc elles sont principalement ici. Et du coup, vous m'avez sorti une perle, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un ouvrage édité par Gustave Eiffel en 1900 qui s'appelle La Tour de 300 mètres et qui détaille le fameux projet, alors que vous ne connaissez peut-être pas, Non. mais de la Tour Eiffel qui est devenue un monument emblématique de la France. Alors attendez, c'est Monsieur Eiffel a construit une tour de 300 mètres qui est devenue un monument en France. Tout à fait. Il y a eu un concours en fait à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. On a demandé à des architectes de proposer des projets pour ériger une tour censée refléter le génie industriel de la France qui serait donc construite sur le Champ de Mars. D'accord. Et donc cette tour a remporté ce concours et Tout à fait. aujourd'hui elle est toujours debout. Et aujourd'hui, elle est toujours debout, toujours sur le Champ de Mars, et elle est devenue un des monuments les plus connus au monde et les plus visités au monde. Une tour de 300 mètres, ça m'étonne. Mais du coup, pourquoi vous m'avez sorti ce livre en particulier? Il y a une raison. Alors cet ouvrage est dédicacé par Gustave Eiffel à la Société industrielle de Mulhouse, D'accord. et pour une raison très importante, qui est que, alors voici Monsieur Eiffel, D'accord. Enchanté, monsieur. qui est que le concepteur de la Tour Eiffel, c'est un ingénieur qui fait partie de votre famille d'ailleurs. Et oui, un descendant de la famille Quéclin, génie créatif de la famille Quéclin. Voilà, donc il s'agit de Maurice Quéclin, donc ingénieur employé par Gustave Eiffel et qui a présenté à Gustave Eiffel les plans de cette fameuse Tour Eiffel. Donc c'est-à-dire que c'est un de mes descendants qui a dessiné une partie de la Tour Eiffel et monsieur Eiffel l'a construite, c'est ça? Voilà, exactement. Monsieur Eiffel l'a construite et exploitée. Donc il y a un peu de ma famille dans cette construction. Mais oui, tout à fait, avec un autre ingénieur, un monsieur Nouguier, et un architecte également, monsieur Sauvestre. Moi, ce que je vais retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a encore une tour de 300 mètres qui tient toujours à Paris et qu'un de mes descendants a participé à sa création. Tout à fait. Je suis vraiment intéressé, il faut que j'aille voir cette tour Eiffel. Mais oui, il y a quoi être fier. Et ce beau livre-là, ce livre, on appelle ça un livre? Alors oui, tout à fait, c'est un livre très spectaculaire, avec une très belle reliure, des renforts en métal. Il s'agit d'un atlas du XVIIIe siècle, réalisé par Johann Baptist Aumann, donc un géographe et cartographe allemand du XVIIIe siècle, qui a eu énormément de succès à l'époque et qui a conçu donc cet atlas avec des cartes magnifiques, qui a eu énormément de succès dans la société, la haute société et la bourgeoisie des pays européens germanophones. D'accord. Et donc dans cet atlas, on va retrouver quoi exactement? Alors on va retrouver des cartes, des planisphères,
Là, vous pouvez voir un planisphère céleste. Nous avons également des cartes du système solaire et planétaire, mais également des cartes de l'Europe, les cartes des pays européens, des cartes de la France et un très beau dessin du château de Versailles. Magnifique, effectivement. Et donc ça, ce livre-là, il est conservé ici dans votre bibliothèque. Voilà, il est conservé ici dans la bibliothèque. Il a été donné à la Société industrielle de Mulhouse par un monsieur Hartmann Lieback, D'accord. voilà, qui était un membre important, qui était un industriel, qui a beaucoup voyagé. Et des documents comme ça, des atlas, vous avez dit, il y en a combien à peu près encore? Il en existe combien? Alors, celui-ci, il est assez rare quand même. Je crois qu'il y a une 50aine d'exemplaires. Mais, 50 exemplaires dans le monde. Et Voilà. ici, à Mulhouse, on en a un. Et ici, on en a un, oui, tout à fait. Et après, ces exemplaires, ce ne sont pas tous les mêmes, parce qu'ils étaient reliés un peu, à la demande, en fait. Et donc, ce ne sont pas forcément les mêmes cartes qu'on va retrouver dans chacun des exemplaires. Donc, il est unique d'une certaine façon. Donc c'est une pièce unique. Tout à fait. Et du coup, parce que là, je vois quelque chose de dessiné, là, je vois des photos. Qu'est-ce que vous m'avez voulu montrer par ça? Alors là, donc le lien, c'est que monsieur Hartmann Lieback, le donateur de cet atlas, qui était donc un industriel, a beaucoup voyagé. Il a réalisé cet ouvrage, Voyage dans le nord et l'est de l'Europe. Et on va trouver ici des photographies de la Russie. Donc on estime que ça a été réalisé aux alentours des années 1870. Enfin, c'est une supposition parce qu'il n'est pas daté. Nous avons des très belles photos de la Russie, des photos plus petites aussi de Russes, des plans. C'est un peu comme ce que Kemal m'a montré tout à l'heure. C'est un peu les premières images qu'on peut avoir de la Russie, enfin du moins qu'on a ici à Mulhouse. Alors ici dans nos collections, oui. Et le lien également avec l'autre ouvrage que Kamal vous a présenté tout à l'heure, l'ouvrage de l'entreprise Hübner, créé en Russie, c'est que monsieur Hartmann Lieback a voyagé en Russie et a visité cette entreprise et cette usine. Ah, c'est très intéressant. Donc, il y a un lien en fait entre tout ce que vous m'avez montré. Vous avez trouvé un lien pour me présenter tout ça. Tout à fait, oui. Merci, c'était très intéressant et très enrichissant tout ce que vous m'avez montré là. Mais vous m'avez parlé avant des archives. Et ça, j'aimerais bien aller les visiter. C'est possible? Alors les archives, elles ne sont pas ici, elles sont aux archives municipales de Mulhouse, elles sont déposées, consultables, et la CIM les a déposées il y a déjà quelques années. Ce qu'on a ici, n'est-ce pas Kamal, Mélanie, c'est les fonds imprimés de la CIM qui sont dans les réserves, et ça on va vous les montrer bien volontiers. On y va. On y va, Mélanie? Oui, Ah, Kamal. allons visiter. Allons-y. C'est très impressionnant, Mélanie et Kamal. J'aimerais bien voir vos deux plus belles perles. Qu'est-ce que vous pouvez me présenter? Je sais pas ce que tu en penses Kamal, mais on pourrait sortir l'herbier de Rissler et aussi le dictionnaire, Perso, voilà, perso, oui. donc, textile, absolument. Bah, allons-y alors. Ils sont ici. Ils sont bien là. Et donc, une première perle, c'est ce traité donc d'un chimiste connu, Perso, qui est également intervenu à l'école de chimie de Mulhouse, une des écoles initiées d'ailleurs par la Société industrielle de Mulhouse. Et la beauté de cet ouvrage, ce sont ces échantillons de tissu, vous voyez, haut en couleur, voilà, et qui effectivement nous donnent une idée sur les procédés de teinture textile. Et il date de quelle année ce livre? Alors, ils sont précisément, donc ils sont du 19e siècle, de 1846 précisément. Ouvrage qui a été édité en 4 tomes. Et le deuxième que vous voulez montrer apparemment? Alors, là, il s'agit de l'ouvrage, nous l'avons évoqué tout à l'heure, le plus ancien de nos collections. Vous voyez cette belle reliure en bois, en cuir. Et il s'agit de l'herbier de Rissler, on l'appelle communément herbier de Rissler, du nom de ce botaniste
qui était donc un Mulhousien connu, également bourgmestre à Mulhouse, ouvrage de 1591. 1591. Absolument. Et vous avez là le double ex libris qui nous rappelle l'appartenance à Josué Risler, qu'il a donc hérité, et dont les descendants donc, en ont fait don à la Société industrielle de Mulhouse. Et donc, la beauté de cet ouvrage réside dans... Il s'agit en fait de plantes médicinales qui étaient utilisées en Allemagne avec des annotations à la plume, comme vous allez le voir, donc d'origine, hein, et qui donc nous décrivent ces plantes médicinales avec force détail. Et vous avez là donc de très beaux dessins à noter avec, je assez particulier, un index toujours manuscrit. Et on reconnaîtra effectivement donc, cette belle graphie et qui, donc, malgré l'âge de l'ouvrage, n'a pas bougé. Absolument. Et dans un état de conservation exceptionnel, d'où l'intérêt de les conserver dans cette réserve avec des conditions optimales de conservation. Merci pour cette visite, merci pour ce moment précieux pour moi. Je vais vous laisser, il y a Natacha qui m'attend à l'extérieur. Je vais encore faire un petit tour, j'espère que je ne vais pas me perdre et que je vais retrouver ma sortie. Mais en tout cas, je vous remercie et puis peut-être à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bon Nicolas, c'est fini maintenant, on y va, on rentre à la cime maintenant. Un petit peu Natacha encore. Mais on verra encore plein de choses Nicolas, venez. Bon bah j'arrive.